Wagwan, comment ça va la communauté Internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 23. On vient de clôturer le mois de mai 2025, on va entamer le mois de juin 2025 et si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi et si tu es un ancien, tu sais déjà de quoi on parle. On va parler des temps forts de la semaine, de la géopolitique, de la narration, mais surtout des structures de marché, de qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout de qu'est-ce qu'il va se passer pour préparer notre semaine de trading et trader dans les meilleures conditions. Bien sûr, tout ce qui est dit dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste ma simple vision, mon analyse, comment je prépare ma semaine pour opérer par la suite sur les marchés financiers. Et comme tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix. D'abord, il y a notre axe horizontal, donc l'axe du temps. C'est là où on va comprendre les grands temps forts, c'est ce qui régit le prix. Et il est régi par quoi le prix? Par l'axe vertical, le price action, la graduation. Et c'est ce qu'on ira voir dans un deuxième temps dans cette vidéo. Donc c'est parti pour le calendrier économique. Let's go! Donc c'est parti, nous voilà de retour sur le calendrier économique et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Je le répète, c'est important de regarder ce calendrier économique et de venir l'actualiser avant chaque début de session et même pendant votre session parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait une annonce qui n'était pas visible le week-end ou la veille quand vous la consultez et qui apparaissent en pleine session. En ce moment, il y a énormément de choses qui font bouger le prix. Il n'y a pas que les annonces économiques, il y a aussi les événements géopolitiques, il y a aussi des tweets de Trump, les Trumperies comme on dit. Donc ça, c'est vraiment important de rester à l'affût parce que ça peut aussi agir sur le prix qui est très très volatile. Je vous le rappelle, on vit des temps historiques en ce moment. Donc maintenant, on va pouvoir décortiquer un petit peu ce calendrier économique qui est rempli, comme vous pouvez le voir, d'annonces économiques à high impact. Donc la semaine prochaine, ça va être une semaine qui est très importante. C'est une semaine qui est autour de l'emploi. Et comme chaque début de mois, ici, on démarre le mois de juin 2025. Comme chaque début de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la semaine NFP. Donc la semaine NFP, c'est une semaine qui est comme entour de l'emploi. Tous les premiers vendredis du mois, on a les chiffres NFP. C'est cette annonce économique ici qui s'appelle Non-Farm Employment Change. Historiquement, elle s'appelait Non-Farm Employment Payroll, d'où le NFP, d'où la semaine NFP qui est la première semaine de chaque début de mois. On a cette annonce économique. C'est un petit peu comme un petit reset quelque part. Maintenant que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on a lundi? Lundi, on a les ISM Manufacturing PMI et le mercredi, qu'est-ce qu'on aura? On aura les ISM Service PMI. Donc ça, c'est exactement la même annonce qu'on a le lundi et le mercredi concernant ici les produits manufacturiers et ici les services. Donc c'est quand même un bon indicateur pour comprendre comment le marché américain y va. Et comme vous le savez, le marché américain, c'est quand même important de connaître son état parce qu'il va aussi définir l'état des autres marchés. Ils sont tous connectés quelque part au marché américain parce qu'on a encore l'hégémonie du dollar. Jusqu'à quand? On ne sait pas, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et suite à l'annonce économique des ISM PMI sur les produits manufacturiers pendant la AM Session, qu'est-ce qu'on aura pendant la PM Session? C'est même la seule annonce économique qu'on a pendant la PM Session la semaine prochaine. On aura un discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Et là, ça va pas être n'importe quel discours. Il y a beaucoup de gens qui attendent son discours, notamment avec ce qui s'est passé ce week-end. On va en parler juste après. On va focus sur ce discours-là. Jérôme Powell, quand il va parler, là, ça va pouvoir faire aussi beaucoup bouger les marchés, sachant qu'on sera que le lundi. C'est comme ça qu'on va entamer la semaine. Et lui, son discours, il va être très, très important parce que c'est le président de la Banque centrale américaine qui est quand même la banque centrale qui détient le dollar qui est la monnaie de l'échange international. Encore pour le moment, est-ce que ça le sera par la suite? On ne sait pas, mais en tout cas, ça va être très important ce discours. Ensuite, le mardi, qu'est-ce qu'on a? On a encore une annonce économique sur l'emploi, les Jolt Job Opening. Et ça nous dit si le marché de l'emploi est encore tendu ou pas. Est-ce qu'il y a des postes vacants, etc., etc. Le mercredi, on a ADP Non-Farm Employment Change, qui n'est rien d'autre qu'un petit avant-goût de cette annonce économique du vendredi qu'on aura, le Non-Farm Employment Change. Donc toute la semaine, elle sera vraiment autour de cette annonce économique qu'on aura le vendredi. Le mercredi, qu'est-ce qu'on a? ISM Service PMI. Et cet ISM Service PMI, c'est rien d'autre qu'un cousin du ISM Manufacturing PMI, ici, qu'on a eu le lundi. Mais ça sera seulement sur les services. Et ça nous donne, du coup, l'état des services américains, comme la santé, les banques, les assurances, tout ce qui peut être service aux États-Unis. Ensuite, le jeudi classique, comme toutes les semaines, de manière hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? On a Unemployment Claim. Donc ça concerne les emplois aussi, mais plutôt du côté des demandeurs d'emploi, plutôt du côté de Pôle emploi pour nous en France, France Travail, ou je ne sais pas comment on dit en Belgique ni en Suisse, mais en tout cas, c'est ce qui concerne l'aide au retour à l'emploi. C'est quand même un thermomètre hebdomadaire qu'on a chaque semaine. C'est important, ça peut manipuler le prix. C'est à 8h30 pendant la AM Session. Et finalement, vendredi, enfin, on aura les earnings. Ensuite, on aura Non-Farm Employment Change et Unemployment Rate. Et donc,
Tout ça, ça va concerner le marché de l'emploi, on va aussi avoir les salaires et on va aussi avoir le taux de chômage. Donc ça va être super, super important. Ça, c'est ce qui concerne le calendrier économique cette semaine. Mais c'est pas fini. On a eu des choses incroyables qui se sont passées la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu des frais de douane qui sont montés, descendus, du recul, on revient, on avance, on a eu tout ça. On a eu aussi des accords il y a 2 semaines entre la Chine et les États-Unis à Genève. Et là, ce week-end, enfin même vendredi, Trump, il a encore fait une Trumperie et il a annoncé que la Chine, elle avait cassé cet accord qui avait été négocié il y a 2 semaines avec les États-Unis à Genève. Et c'est pas tout. Vendredi, on a eu Trump qui a annoncé 50% de taxes sur l'acier, sur les métaux l'acier. Donc c'est quand même ça incroyable. On a aussi le Financial Times de New York qui appelle la stratégie de Donald Trump le TACO, T-A-C-O, pour Trump Always Chicken Out. Et ça veut simplement dire que Trump se dégonfle. En fait, c'est pas forcément ça, c'est à libre interprétation, je vous laisse faire vos recherches. Mais en fait, Trump, il a quelque part une stratégie de négociation très agressive. Par exemple, il va monter les frais de douane très très fort pour ensuite fermer les négociations, laisser le thermomètre vraiment prendre en chaleur et par la suite, il va refroidir tout le monde sur les négociations pour être en position de force. Et c'est ce qu'on appelle le TACO, donc Trump Always Chicken Out. Donc ça, c'est important parce que il y a des gens qui comprennent sa stratégie, il y a des gens qui comprennent pas sa stratégie, mais ce qu'il est en train de faire, ça reste historique. Encore une fois, je le rappelle, moi, je suis pas pro Trump, mais c'est juste pour vous dire qu'il est en train de faire bouger les marchés, que ce soit à la hausse, à la baisse, et que forcément, ça a des répercussions en plus de notre calendrier économique. Il n'y a pas que ça. On a eu les chiffres du PCE la semaine dernière qui ont montré une inflation qui a ralenti. On n'est pas encore au niveau optimal par rapport à ce qu'ils attendent. Ils attendent un PCE à 2%, ce n'est pas encore le cas, mais on y arrive. Ensuite, on a eu aussi les chiffres d'NVIDIA qui ont pété les scores, des records encore, record sur record. Et le Nasdaq, il est un peu sous perfusion grâce aux chiffres d'NVIDIA. Si NVIDIA n'était pas dans le Nasdaq, est-ce que le Nasdaq fait cette performance-là? On ne sait pas. Donc ça reste quand même important à garder à l'esprit. On a une hausse, est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. On a aussi les obligations américaines qui vont pas très bien. On a des rendements très élevés, ça veut dire que les obligations elles vont pas très bien. Et donc si les marchés obligataires ils vont pas très bien, ça peut aussi se répercuter après sur les marchés actions, devises, matières premières et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça reste important. En parlant d'obligations, on a la dette japonaise qui a déjà dépassé 250% du PIB, donc 250% du produit intérieur brut du pays. Donc eux, c'est incroyable, c'est historique. Là, ce qui se passe chez eux, c'est vraiment incroyable et ça peut avoir aussi une grosse répercussion sur le marché obligataire qui peut faire une vague sur tous les autres. On se rappelle de 2008, ce qui s'est passé, les subprimes. Est-ce qu'on va re-rentrer de ça? Est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on a Jérôme Powell qui, pendant son discours, va ralentir l'inflation, prendre des décisions qui vont ralentir aussi ce déficit que les États-Unis eux-mêmes ont? Il n'est pas aussi gros que celui du Japon, mais quand même. Okay, donc tout ça à garder à l'esprit. Et en conclusion, on va simplement juste comprendre qu'on a un gros calendrier économique cette semaine, très bien. On a aussi Trump qui fait le chaud, le froid. On a Powell qui, pour l'instant, comme il ne voit pas les choses évoluer, il reste encore silencieux sur les taux d'intérêt. Est-ce qu'il va les monter? Est-ce qu'il va les descendre? On a tout ça. Et on a aussi un marché obligataire qui est sur un point de rupture, mais qui est encore sous perfusion. Ça tient encore à voir comment ça va se passer par la suite. Et on finira, du coup, le point géopolitique et annonce économique sur le fait qu'on a une semaine autour de l'emploi et ça va être quand même déterminant pour la suite. Est-ce qu'on va continuer à monter sur les marchés ou est-ce qu'on va avoir des grosses corrections? Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo, ce que vous attendez, le SP500 et le Nasdaq, l'analyse graphique et technique. C'est parti! Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le SP500 à gauche en Monthly, une bougie vaut 1 mois, code couleur rouge et on a le Nasdaq à droite. On vient de clôturer le mois d'avril 2025 et on vient d'entamer le nouveau mois, donc le mois de juin 2025. Donc le mois de juin, on vient de l'entamer, oui, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est bien le 1er juin 2025, le dimanche, mais là actuellement le marché il est fermé comme on peut le voir ici. Et donc la bougie Monthly, elle n'est pas encore imprimée, on n'a pas de départ. Est-ce qu'on va ouvrir avec un gap d'ouverture en Monthly, en Weekly aussi qu'en Daily? On ne sait pas. Le gap d'ouverture dont je parle, c'est on pourrait ouvrir avec un gap comme ici. Ici, on voit bien qu'on a un gap d'ouverture entre la bougie du mois d'avril 2025 et la bougie de mai 2025 sur le Nasdaq. Est-ce qu'on va ouvrir comme ça? Ça peut être aussi une information très déterminante. Donc pour ce biais, on va y aller tranquillement parce que l'ouverture du marché et cette première semaine, elle va être quand même déterminante pour la suite de notre analyse technique. On n'oublie pas que la fondamentale et la géopolitique peuvent jouer énormément, surtout dans ces temps historiques. Ceci étant dit, ici, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de venir placer notre nouveau Previous Month High, Previous Month Low, à savoir le haut du mois de mai 2025 et le bas de mois de mai 2025 sur nos deux actifs.
ils sont bien placés. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a bel et bien un déséquilibre. La première information qu'on va venir chercher sur ce déséquilibre, c'est que ici, sur le SP500, on a bien clôturé sur la partie supérieure de ce déséquilibre qui était avant un CB, un déséquilibre baissier, et qui est devenu un IFBG. Donc, on pourrait s'en servir pour continuer à monter en inversion. Pareil sur le Nasdaq, très très visible sur le Nasdaq. On voit bien qu'on a clôturé au-dessus de ce niveau. Ce niveau, je vais venir le mettre en x4 pour qu'on voit de quoi je parle. On a bien clôturé au-dessus ici. On a inversé ce déséquilibre baissier qui est devenu un déséquilibre haussier. Ceci étant dit, on est bien sur un biais weekly. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer en weekly. Weekly, pareil, même musique. On va venir faire un petit focus sur le SP500. Ici, en weekly, on définit son previous move high ou previous week high dans ce cas-là qui est en confluence avec le previous move high et son previous week low. Donc le previous week low, c'est bien le bas de cette bougie que je vais venir ici aussi mettre en x4. Maintenant que ça c'est dit, par rapport au previous week high et previous week low, on va contextualiser. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien le lot de janvier 2024. Donc, c'est une liquidité majeure qui a été prise par cette jambe de prix. Cette jambe de prix, à la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé à la hausse cette jambe de prix, ce qui nous a donné un market structure shift ici. Ce market structure shift, il est visible ici. OK? Donc, maintenant qu'on a bien vu le market structure shift, qu'est-ce qu'il a fait ce market structure shift? Derrière lui, il a laissé ouvert un déséquilibre sous forme de fair value gap ainsi qu'un volume imbalance ici. Est-ce qu'on ne viendrait pas rechercher ce déséquilibre pour valider un modèle d'achat en weekly et manipuler à la baisse pour l'ouverture de ce mois? Ça pourrait être vraiment un scénario idéal. On ouvrirait, si on n'ouvre pas avec un gap d'ouverture, à la clôture de la précédente, on manipulerait, prendrait le previous week low, pourquoi pas repricer ce déséquilibre et par la suite monter. Est-ce qu'on va remonter jusqu'à la fin de la semaine, prendre le previous move high? Non, peut-être pas, peut-être qu'on va juste remonter ici. Okay. Mais on pourrait remonter très fortement après dans les directions de previous move high, de ce déséquilibre weekly qui est resté ouvert en orange, et pourquoi pas ici les equal high qu'on a pour finir sur les ATH, donc notre all-time historique, et du coup créer un nouveau all-time historique. Ça, c'est sur du très long terme, mais pour cette semaine, on peut s'attendre à une semaine plutôt baissière. Maintenant, c'est pas parce que je m'attends à une semaine baissière que je vais pas rester réactif à des potentiels achats. Pourquoi je dis ça? Parce que en ce moment, on a des marchés super haussiers sur les indices grâce ou à cause des politiques de Trump, ça dépend comment on le voit, mais ici, on a bien un prix qui n'est pas efficace au niveau de ce fair value gap et de ce volume imbalance. Donc, si on a un marché qui voudrait manipuler à la baisse, ça serait parfait. Mais on pourrait avoir un marché qui continue à monter, il vient chercher le previous move high et ici chercher le CB weekly et qui repricerait par la suite ce déséquilibre. Ça, c'est pas forcément le scénario idéal, mais c'est un scénario qui pourrait être possible. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, ce qui va être déterminant, c'est comment on va ouvrir la semaine. Donc, moi, j'ai de l'intérêt plutôt baissé pour cette semaine pour rendre le prix efficace à ces niveaux-là. Mais si le marché, il ouvre et qu'il est complètement haussier, il va aller chercher le haut de la semaine précédente en confluence avec le haut du mois précédent. Et pourquoi pas venir rebondir ici dans ce déséquilibre qui est resté ouvert. Donc, le déséquilibre dont je vous parle, c'est bien celui-ci. Là, on a un prix aussi qui n'est pas efficace. Donc, on a bien deux zones d'attrait du prix. Ici, au-dessus du prix et ici, en dessous du prix, qui ne sont pas efficaces. C'est ce que va chercher l'algorithme dans la prochaine semaine. Est-ce qu'il va chercher le bas? Est-ce qu'il va chercher le haut? On saura ça à l'ouverture. Maintenant, ce qui tire le Nasdaq, ce qui tire le SP500 à la hausse, ça reste le Nasdaq parce que comme je vous l'ai dit précédemment, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière? On a eu les chiffres d'NVIDIA. Et quand on regarde le Nasdaq, le même déséquilibre a été revisité. Donc le déséquilibre dont je vous parle, celui-ci qu'on peut voir sur le SP500, il a été revisité à 100% sur le Nasdaq. Je vais le tracer sur le Nasdaq, c'est ce déséquilibre ici. Okay, on peut voir qu'il a été repricé à 100%. Il nous a créé le previous move high et le previous week high. Et ensuite, on a rejeté. On n'a pas forcément clôturé sous le déséquilibre la semaine dernière, on a clôturé à l'intérieur. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une belle mèche de rejet. Donc, on pourrait encore revisiter ce déséquilibre. On pourrait même avoir un autre scénario que je ne vous ai pas montré sur le SP500. Je vais vous montrer sur le Nasdaq. Mais ce qui vaut sur le Nasdaq vaut aussi sur le SP500. Il faut juste comprendre la force de ces actifs. Là, on a un SP500 plus faible. Il est plus favorable à tomber, mais on a un Nasdaq plus fort qui est moins, lui, favorable à descendre, mais qui est beaucoup plus favorable, lui, à monter. Donc ici, on pourra avoir ce scénario, ouverture à la clôture de la précédente, si on n'a pas de gap d'ouverture, on pourrait monter, toucher les 50% du déséquilibre qui serait, eux, en confluence avec les 50% de cette mèche weekly de la semaine dernière, et pourquoi pas descendre. Ça serait une belle manipulation baissière pour venir repricer ce prix qui n'est pas efficace ici. Donc mon intérêt, il est vraiment sur les prix baissés cette semaine, mais comme je dis toujours à mes élèves, c'est bien d'avoir un biais, mais il ne faut pas se marier avec et il faut surtout pas être en tunnel vision.
Pourquoi je dis ça? Parce que le marché, il nous donne des informations et nous, notre travail avant même de trader, c'est un travail d'analyste, de venir analyser ces informations et de les traiter pour ensuite prendre une bonne décision avec un bon money management, bien sûr. Donc, ceci étant dit, on a vu toutes les zones d'attrait du prix qui sont importantes sur le Nasdaq et sur le SP500 en weekly, que ça soit au-dessus du prix, en dessous du prix. Maintenant, on va venir en daily décortiquer un petit peu plus le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un SP500 qui, lui, a son fair value gap weekly, code couleur orange, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un gap. Donc ici, on a bel et bien une absence de cotation ici. Absence de cotation veut dire qu'on n'a pas un prix efficace. Donc, quand est-ce qu'on pourrait revenir repricer ce prix-là? On pourrait revenir le repricer grâce à toutes les annonces économiques qu'on a la semaine prochaine. Mais pour venir repricer ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que en daily, ici, ce déséquilibre, qui est un déséquilibre haussier, ce BC haussier, on ait une clôture de bougie en dessous. Et comme on peut le voir, les deux dernières séances, donc jeudi dernier et vendredi dernier, qui ont clôturé le mois de mai, ici, elles nous ont laissé un volume balance. Donc, on a aussi un prix qui n'est pas efficace. On a plutôt des bougies qui ont rejeté à la hausse et à la baisse, d'où l'ouverture et des grandes mèches des tout petits corps ici. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre un prix qui est indécis. Donc, ça serait super et ça nous donnerait envie de vendre si on ouvrait et qu'on clôturerait une bougie daily sous ce déséquilibre. On pourrait l'utiliser par la suite en IFVG et descendre par la suite, rendre ce prix efficace. Une fois que le prix ici, il est efficace, on pourrait venir dans le gap, le rendre efficace et avoir une semaine 2, semaine 3, semaine 4 du mois de juin 2025 en direction du Previous Month High et pourquoi pas, par la suite, de l'ATH sur le SP500. Ce que je viens d'expliquer ici, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver sur le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, si on fait un petit focus, on a exactement les mêmes zones, sauf qu'on a un Nasdaq plus fort. Donc ici, on pourrait ouvrir, si, encore une fois, on n'ouvre pas avec un gap d'ouverture, à la clôture de vendredi dernier, pourquoi pas repricer un petit peu ce volume balance, pourquoi pas revenir aussi dans cette mèche sur les 50% ici en orange de notre CB weekly et venir faire une première clôture de journée en daily. Donc, on voudrait un corps qui clôture sous ce BC. Ce BC deviendrait IFVG et par la suite, on pourrait descendre chercher le previous week low en low hanging fruit, le fruit le plus près de notre main, et par la suite, revenir dans ce déséquilibre daily en noir ici. Pourquoi pas revisiter le fair value gap orange ici en weekly qui est resté ouvert, ce qu'on regardait juste avant, et par la suite venir combler ce gap. Maintenant, si on voit que le gap ici, il est comblé sur le SP500, mais qu'il n'est pas comblé sur le Nasdaq, sachant que le SP500 est beaucoup plus faible, ça nous montrera peut-être un départ à la hausse pour revenir repricer toute cette descente qu'on aurait fait déjà dans cette semaine. Donc, ce que je suis en train de dire, pour revenir repricer ce dealing range qu'on aura créé cette semaine. Donc, pourquoi pas le haut du dealing range ici, le bas du dealing range ici, et par la suite, ça nous laissera l'opportunité de remonter. Si le Nasdaq ne vient pas repricer ce gap, sachant qu'il est beaucoup plus fort, c'est pas grave. Le SP, si lui, il vient le repricer et que le Nasdaq le fait pas, on aura quelque part peut-être une divergence sur les timeframes inférieurs à notre daily, les timeframes enfants. Et qu'est-ce qu'on sait sur les divergences? Après une divergence, on peut avoir un retournement à court, moyen ou long terme. Dans notre cas, on pourrait avoir un retournement à long terme qui montrait ici, très très fortement, chercher le previous month high, mais au-delà de ça, qui serait en direction du all-time high pour créer un nouveau all-time high. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous validerait un modèle d'achat en weekly. Je vais venir vous montrer le marché en weekly. En weekly, ici, on a bien notre formule du modèle d'achat. Une prise de liquidité majeure ici, en x4, le lot de janvier 2025. Qui a pris cette liquidité? Encore une fois, c'est cette jambe de prix. Cette jambe de prix, on vient la casser. Qu'est-ce qu'on a? On a donc un market structure shift ici qui nous ouvre un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il n'a pas été encore repricé. Ce déséquilibre, quand il sera repricé, on aura enfin le fair value gap activé, un prix efficace, et on pourra par la suite monter en direction des ATH en passant par le previous month high et ses equal high ici. Encore une fois, je le répète, c'est très très important. On est sur une semaine déterminante, la première semaine du mois de juin. Il ne faut pas se marier avec son biais. C'est pas parce qu'on ne voit pas un marché qui va descendre que le marché ne descendra jamais. Il peut manipuler la première semaine à la hausse, descendre pendant 2 semaines et remonter. Donc là, tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous dire, oui, mais Adrien, tu dis tout et son contraire. Non, je dis pas tout et son contraire. Je vous annote des zones à fort potentiel. Et pour moi, le potentiel, c'est de rééquilibrer le déséquilibre qui est sous le prix. Si on ne rééquilibre pas ce déséquilibre qui est sous le prix, on devra s'adapter. T'inquiète pas, comme d'habitude, dans la suite de cette vidéo, je te mettrai les screenshots pour que tu puisses te référer.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Comme je dis toutes les semaines à mes élèves, c'est vraiment important de préparer et de planifier cette semaine. Et une fois que sa semaine elle est planifiée, de venir adapter son plan à chaque clôture de bougie daily pour ne pas rentrer dans un tunnel vision et d'être focus sur quelque chose alors que le price action te montre autre chose. Tu dois attendre que le price action te montre sa main pour pouvoir opérer par la suite. Ça, avec des bons setups et un bon modèle management, c'est un petit peu la recette de la rentabilité. On n'a pas encore parlé de la psychologie, c'est des choses qu'on abordera plus tard, peut-être même si tu nous rejoins dans notre communauté. Et d'ailleurs, si tu as besoin de te former, tu trouveras tous les liens dont tu as besoin pour te former, que ce soit sur de la formation vidéo, que ce soit sur une formation plutôt communautaire ou sur du mentorat en one-to-one où je peux t'accompagner pour développer tes compétences en trading. Tout est disponible dans les liens de cette vidéo. Comme je dis souvent à mes élèves, avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est important. Oui, en trading, c'est pareil. Avoir un plan de trading que tu vas venir exécuter par la suite, c'est super important parce que ça te permet de gérer tes émotions. Donc, ceci étant dit, on va clôturer cette vidéo sur le biais de la semaine 23. On se retrouve pour le biais de la semaine 24. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une bonne semaine. Allez, ciao, ciao, ciao.